Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Alors, il y a un pays qui commence à se développer énormément, et je ne parle pas du Canada. Je parle de l'Inde avec Philippe Lorange, qui est étudiant à la maîtrise en sociologie aujourd'hui. Bonjour, Philippe. Bonjour. Donc, oui, l'Inde, c'est un dossier qu'il y avait dans Le Point du 13 juillet dernier qui m'a fait beaucoup réfléchir parce que on avait tendance à oublier un peu l'Inde dans les relations internationales dans les dernières années au profit de la Chine. On sait que depuis 2017, il y a des gros projets en Chine, notamment les nouvelles routes de la soie, qui sont un immense projet de déploiement économique partout dans le monde, que ce soit en Afrique, en Europe, même on fait des partenariats avec l'Amérique du Sud. Donc, la Chine, on s'inquiétait de la montée de puissance de la Chine, puis de son impact sur les relations diplomatiques. Mais là, ce que nous montre le dossier du Point, c'est que l'Inde connaît une croissance économique encore plus importante que la Chine depuis 2020. Donc, alors que la Chine était vue comme la grande puissance à monter, bien, on se rend compte que l'Inde pourrait être une sorte de contrepoids, parce qu'on sait que les deux pays sont voisins. Ils partagent la frontière la plus haute au monde et l'une des plus longues. Elle fait 4000 km. Donc, c'est quand même très long et les deux pays ne s'entendent pas sur les délimitations de la frontière, de telle sorte que parfois il arrive qu'il y a des petits conflits à la frontière. On l'a vu notamment en 2020, il y a eu des affrontements, mais pas armés. C'est-à-dire pas avec des fusils, mais avec, c'est-à-dire au point avec des sortes de bâtons de bois. Je sais pas si tu t'en souviens, mais je crois qu'on J'ai une image dans la tête, je trouve ça assez drôle. Oui, c'est ça. Mais il y a déjà eu des affrontements entre l'Inde et la Chine à la frontière. Donc, on comprend pas très bien la source parce que l'armée indienne est assez discrète. Mais donc, vu qu'il y a un traité qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas se battre par fusil, ben, ils sont battus comme à point avec des bâtons. Mais donc, pour revenir au sujet comme tel, on voit ici dans le dossier du Point que l'Inde a le 4e plus grand budget militaire au monde, une augmentation de 6% dans les investissements par rapport à 2021. Mais le budget d'armée est quand même trois fois plus petit que celui de la Chine, et c'est quand même celui des Américains qui est clairement au-dessus de tout le monde. On sait que l'Inde tente de s'émanciper de la dépendance à la Russie, notamment dans les équipements militaires, parce que jusqu'à présent, dans les dernières années, l'immense majorité des équipements militaires venaient de la Russie, alors que là, on voit que Narendra Modi, qui dirige l'Inde, essaie de faire des relations avec l'Australie, les États-Unis et d'autres pays. Donc, il essaie de diversifier ses sources et ses rapports. Oui, c'est ça. Ben, justement, tu montrais le dossier. Donc, on voit que le premier ministre est quand même très apprécié dans son pays, puis il cherche à diversifier ses relations diplomatiques. Donc, aussi sur le plan économique, l'Inde connaît, comme je vous disais tout à l'heure, une croissance économique plus importante que la Chine. Par exemple, en 2022, c'était 6,8 %, alors que pour la Chine, c'était 3 %. Maintenant, on sait que l'Inde a dépassé la Chine en termes d'habitants. Donc, l'Inde est le pays le plus habité au monde avec 1,4 milliard d'habitants. Oui, c'est arrivé, je pense, en février dernier. Ça se peut très bien, en effet. Et donc, cela dit, il y a d'autres choses sur lesquelles l'Inde a encore beaucoup de retard à rattraper par rapport à la Chine. On dit, par exemple, que sur éducation supérieure, 30% des Indiens font des études supérieures, tandis que chez les Chinois, c'est 64%. Puis, il y a une déficience des infrastructures. Pour le moment, il y a des infrastructures qui sont pas très bien faites pour le moment. Cela dit, l'Inde, quand même, commence à faire son nom en ingénierie. Donc, il y a plusieurs grands patrons, d'ailleurs, de grands géants de la tech qui sont indiens, notamment chez Google ou chez d'autres grandes compagnies. Ce sont des personnes d'origine indienne. Donc, l'Inde peut se démarquer notamment par son génie, si on veut. Donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années de ce côté-là, parce qu'on sait que tout ce qui est technologie, génie, va prendre de l'importance de plus en plus avec l'intelligence artificielle, tout ce qui est technologie, tout ça. Donc, à part de ça, qu'est-ce qu'on dit sur l'Inde? On dit que, justement, vu que l'Inde apparaît, ben là, on entre de plus en plus dans un monde multipolaire. C'est-à-dire que dans les années 90, on disait, là, on est dans un monde unipolaire sur le plan de la diplomatie, ce qui voulait dire que les États-Unis dirigent le monde, puis il n'y a pas de concurrents, puis voilà, c'est la fin de l'histoire. Alors que dans les dernières années, là, on disait peut-être un monde bipolaire parce qu'il y a la Chine. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire un monde multipolaire? Ça veut dire qu'il y a plusieurs empires qui sont comme un équilibre des forces à travers le monde, notamment États-Unis, Russie, Chine, Inde, peut-être d'autres puissances qui vont émerger également. Donc, on voit que, justement, avec l'Inde, qui va continuer de croître, qui va continuer de prendre de l'importance, on entre de manière définitive dans un monde multipolaire, comme ce fut le cas, par exemple, au 19e siècle. Donc, d'ailleurs, est-ce que c'était pas le rêve de Vladimir Poutine, ça, quand il a pris le pouvoir au tournant des années 2000, il avait dit « Je sais bien qu'on ne sera plus jamais capable de faire face aux Américains, mais... » Et là, c'est là qu'on questionne ou non sa bonne foi, mais il disait « Je préfère un monde multipolaire plutôt que bipolaire, et c'est encore mieux qu'unipolaire, donc où les États les plus faibles pourraient se rapporter à tout un inventaire d'États puissants. Comme ça, il y a moins de chantage, il y a moins de manipulation, puis il y a un équilibre des forces et j'imagine moins de guerre. »
Mais en effet, Vladimir Poutine est conscient que son pays ne regagnera jamais la puissance de l'époque de l'Union soviétique. Mais il a déjà dit que ce serait idiot de ne pas être nostalgique de cette époque. Donc, il veut retrouver de la grandeur à la Russie. Et là, on voit que l'époque, par exemple, dans les années 90, on disait les nationalismes, c'est fini, on est à l'ère de la fin de l'histoire, tout le monde va devenir des individus consommateurs. Mais on se rend compte que en fait, cette idée-là vient vraiment d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord, parce qu'en dehors de cette bulle-là, le monde ne veut pas devenir seulement des individus consommateurs. On le voit justement, le nationalisme indien fonctionne bien. Narendra Modi est connu pour être ce qu'on appelle un populiste ou un nationaliste. Donc, pour lui, l'Inde, c'est d'abord les hindous, et il a tendance à ne pas donner des documents d'identité ou enlever des droits aux musulmans qui vivent en Inde. Donc, puis il veut carrément s'accaparer des territoires frontaliers. Il veut carrément recréer une sorte d'Inde impériale. Puis la Chine, c'est la même chose. Hein. On voit la Chine qui fait du tort aux Ouïghours, qui veut envahir Taïwan d'ici quelques années, qui a déjà envahi le Tibet. Donc, on voit que les empires dans le monde veulent affirmer leur puissance et veulent carrément envahir les régions frontalières. Donc, on est vraiment dans un monde multipolaire. Peut-être que ça peut avoir du bon en termes d'équilibre de force pour éviter qu'il y ait un seul pays qui impose sa vision des choses. Mais après, la mauvaise chose, c'est que là, les empires veulent aussi asservir les petites nations qui les environnent quand même. Oui. Puis, on le rappelle quand même, en Inde, c'est 80% de bouddhistes, 14% de musulmans, à peu près 2% de chrétiens. Donc, c'est une minorité musulmane. Bouddhistes, mais beaucoup d'hindouistes. Beaucoup d'hindouistes, exactement. Oui, excuse-moi, d'hindous, exactement. Là, par contre, tu touches à un point intéressant parce que quand on pense, par exemple, à l'Inde, qui exporte beaucoup de ses travailleurs, tu parlais de dirigeants de Google, des gens bien placés chez Facebook, chez Twitter. Ce sont des gens qui ne sont plus en Inde, qui ne font plus de l'argent en Inde, qui n'aident plus le développement de l'Inde. C'est des gens qui sont des bons porte-parole de l'Inde, des bons ambassadeurs, mais ce ne sont plus des gens qui travaillent en Inde. Et on dit aussi ça de l'Afrique. On dit l'Afrique produit de plus en plus d'ingénieurs, mais c'est des gens qui fuient l'Afrique. Donc, est-ce qu'un pays comme l'Inde peut devenir une puissance si elle n'a pas une force d'attraction similaire à celle, par exemple, des États-Unis? Mais ce que montre le dossier, c'est aussi qu'il y a quand même plusieurs dizaines de milliards de transferts qui sont faits justement par les Indiens qui vivent à l'extérieur de l'Inde. Donc, c'est quelque chose qu'on voit aussi par les Africains. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, si le fils de la famille devient ingénieur puis il réussit aux États-Unis, il va avoir tendance à envoyer de l'argent à sa famille. Donc là, si je me souviens bien du dossier, on dit que c'est à peu près 90 milliards de dollars américains qui sont faits en virement chaque année, donc en transfert d'argent vers l'Inde. Donc, il y a quand même de l'argent qui se fait en transfert qui permet d'alimenter l'économie indienne. Puis l'Inde aussi, c'est certain que ça reste quand même assez pauvre. On parle en termes de niveau de vie. On dit que plus de la moitié de la population vit seulement avec $650 par année. Donc, mais on sait que dans ces pays-là, tout coûte beaucoup moins cher, mais quand même, avoir une voiture, c'est vu comme une réussite sociale et non comme quelque chose de normal pour nous, par exemple. Donc, mais cela dit, il y a quand même une hausse économique générale, une hausse du niveau de vie quand même. Parce qu'on parle, par exemple, les exportations indiennes ont explosé dans les dernières années. En 2020, on parlait de 225 milliards de dollars, alors qu'en 2022, on est déjà rendu à 453 milliards. Donc, c'est quasiment... en fait, c'est le double en seulement 2 ans. Donc, tout ça, ce dynamisme économique qui se fait très rapidement, nous montre que ça se peut très bien que l'ascenseur social va devenir de plus en plus puissant dans les prochaines années. Puis, il y a carrément une classe moyenne indienne, justement, qui peut réussir à obtenir une voiture. On l'a vu, par exemple, j'avais noté que la vente de voitures a beaucoup augmenté. Par exemple, en 2020, il y avait 3 millions de voitures qui ont été vendues aux particuliers, tandis qu'en 2026, on projette que ce serait 5 millions de voitures. Donc déjà, là, pour le moment, comme le dit le dossier, le fait d'avoir une voiture est un signe de réussite sociale, mais peut-être que dans les prochaines années, ça va devenir quelque chose de plus en plus normal. Après, sur la question écologique, je me demande où est-ce qu'on s'en va s'il y a 1,4 milliard d'Indiens qui ont une voiture. Peut-être il va y avoir des problèmes de ce côté-là. La question sanitaire aussi, parce que l'Inde est quand même reconnue pour être le pays... Moi, je connais quelqu'un qui a fait le tour du monde, puis quand il m'a dit qu'il allait en Inde, il m'a dit, j'ai entendu dire que quand on sort de l'aéroport, il y a beaucoup de gens qui retournent direct dans l'aéroport parce que c'est un trop gros choc culturel. Et cette personne-là, que je ne nommerai pas et que je sais qu'elle a voyagé partout dans le monde, elle a fait partie de ces gens-là. Elle est sortie à l'aéroport et elle est retournée à l'intérieur, tellement c'était trop intense de voir ce qui se passait là. Parce que c'est les odeurs, c'est un pays avec 1,4 milliard de personnes, c'est petit quand même, l'Inde, quand on la compare, par exemple, à la Chine ou aux États-Unis ou à la Russie.
Oui, bien, c'est intéressant ce que tu dis parce que dans le dossier du Point, il y a notamment un texte de Pascal Bruckner, le philosophe, et il dit justement qu'il y a beaucoup de gens pour qui le choc culturel est trop puissant puis qui ont juste envie de retourner 24 heures après. Donc, 24 heures après l'arrivée, ils veulent juste tout de suite retourner à l'aéroport puis retourner chez eux. Mais lui, Pascal Bruckner aime beaucoup l'Inde parce il dit justement que c'est tout un monde très différent du nôtre en raison justement il y a des odeurs qui sont très différentes. Tu sais, c'est déjà la nourriture, la cuisine, tout est très différent, c'est des odeurs fortes. Donc, c'est une culture qui est vraiment différente de la nôtre et je peux comprendre le choc culturel. Moi, je ne suis jamais allé, mais justement, il y a de la pollution, il y a énormément de gens, puis c'est des cultures fortes. Donc, si en plus le pays va connaître une croissance économique de plus en plus importante dans les prochaines années, mais j'ai hâte de voir ce que ça peut donner quand même. Tu sais, par exemple, l'une des stratégies du premier ministre, c'est le Make in India. Donc, autrement dit, faire en sorte que l'Inde devienne le nouvel atelier du monde. Par exemple, on sait que depuis les années 2000, c'est beaucoup la Chine qui produit toutes sortes de produits, que ce soit des jouets, n'importe quoi, du linge. Et l'Inde est toujours un peu là-dedans, mais toujours de manière moins importante. Alors que là, l'Inde va vraiment connaître une explosion en termes de production. Parce qu'on dit, par exemple, que en ce moment, les iPhones, l'Inde produirait 5 à 7% de la production mondiale de iPhone, alors que d'ici 2030, on serait dans le 30%. Donc, l'Inde cherche de plus en plus à être la grande usine qui fabrique les grands produits du monde. Et donc, je pense que tout ça va faire en sorte que l'Inde va vraiment avoir une classe moyenne puis s'enrichir dans les prochaines années. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ah ben j'ai hâte aussi. Merci beaucoup, Philippe Lorange, étudiant la maîtrise en sociologie, de nous parler de l'Inde. Merci.